Bonjour, Claire Mouradian, directrice de recherche émérite au CNRS. Je suis historienne, spécialiste de l'histoire de l'Arménie et du Caucase à l'époque contemporaine, au 19e, 20e siècle, et notamment de l'histoire du génocide des Arméniens. Donc, je suis l'une des commissaires scientifiques de cette exposition, qui a été faite aussi en collaboration avec Yves Ternon et Raymond Kevorkian, deux autres historiens. Pour l'exposition de Drancy, j'ai contribué plus particulièrement à la mise en place de celle-ci, qui avait eu lieu déjà en 2015 à l'occasion de la commémoration du centenaire de cet événement au mémorial de la Shoah, cette fois-ci de Paris. Donc, nous avions à l'époque déjà travaillé ensemble, mais dans un autre format et dans un autre lieu, bien sûr. Et ici, nous avons, donc plus particulièrement moi, avec Caroline François, qui est la coordinatrice de l'exposition, présenté une version augmentée, rénovée un petit peu de ce sujet. Alors, l'angle de l'exposition reprend ce que nous avions fait déjà en 2015, autour de 3 thèmes. Donc, c'est stigmatiser, détruire, exclure, pour montrer la mécanique des génocides. Nous y avons rajouté ici un autre thème qui est reconstruire, après la catastrophe dans la diaspora, puisque les Arméniens deviennent un peuple d'orphelins et d'exilés, à travers reconstruire les écoles, reconstruire des lieux de culte, et puis garder le souvenir, la mémoire, lutter contre le négationnisme, lutter contre l'oubli. Et les objets que nous avons présentés, en plus bien sûr principalement d'images, de textes, de différents documents, sont des objets que j'appellerais un peu sauvés du désastre. Ce sont un peu des traces du passé, ce sont des objets parfois modestes, comme ça peut être des petites pochettes d'amulettes ou un berceau d'enfant, ancien d'ailleurs, voilà, des livres de classe de l'époque d'avant, des objets plus précieux qui rappellent le culte notamment. Il y a par exemple une coupe qui servait aux prêtres, enfin recueillir l'eau, laquelle le prêtre se lavait les mains avant d'officier. Il y a des médaillons, des talismans, et aussi des textiles d'autel, notamment du linge d'autel brodé d'après des points traditionnels par les orphelines rescapées, notamment dans l'école Teblot-Sacer du Rincy, dans le 93 aussi, une école de filles créée au 19e siècle dans l'Empire ottoman et qui a été obligée elle aussi de s'exiler avec ces dernières orphelines et qui fonctionne aussi aujourd'hui donc dans la région parisienne. Vous voyez, ce sont des objets symboliques, iconiques. Il y a par exemple aussi la clé de la maison d'une famille qu'elle a fermée le jour de la déportation. Et donc bien sûr la maison a disparu ou a été appropriée par d'autres, mais la famille a gardé en souvenir du passé cette clé. Alors, il est très difficile de parler de chiffres parce qu'on a surtout des estimations. Les états civils ou la démographie étaient un enjeu, d'ailleurs les statistiques étaient un enjeu. On évalue généralement la population arménienne de l'Empire ottoman à peu près entre 1 800 000 et 2 200 000, 2 500 000, sur une population globale de l'Empire ottoman à l'époque de l'ordre de 20 millions, donc c'était quand même assez important. Et les victimes sont évaluées aux 2/3 de la population, donc on ramène ça aux chiffres d'un pays comme la France, ce serait énorme. Alors les victimes sont les morts en cours de route, dans les marches de la mort, de la déportation, dans les massacres, et puis ceux qui meurent aussi dans les déserts, ceux qui meurent très peu de temps après l'exil. Donc les rescapés sont principalement des femmes et des orphelins, puisque les hommes étaient valides, notamment, étaient les premières cibles des massacres. Les enfants, une partie, ont été massacrés aussi, bien sûr, mais d'autres ont été soit sauvés ou cachés ou volés comme butin, de même que les jeunes femmes, les plus jolies, parfois même vendues au marché d'esclaves. Et après la guerre, et la défaite ottomane, on a
différentes organisations humanitaires, des missionnaires ont essayé de les sauver, de les racheter, et le lendemain du génocide, au début des années 20, le monde arménien est un monde d'exilés et d'orphelins, donc il y a des orphelinats immenses, dans certaines villes, au Caucase russe, donc en l'actuelle Arménie, il y en a au Liban, il y en a en Grèce, souvent financés par soit des organisations arméniennes, des organisations charitables, par diverses organisations missionnaires, mais principalement par le Nearest Relief américain, qui est une organisation qui s'est constituée pendant la Première Guerre pour venir en aide justement aux Arméniens et aux Syriens. Et donc ce sont les principaux principaux qui ont subventionné, aidé ces orphelins, mais vous avez aussi des missionnaires suisses, norvégiens, français et autres, et arméniens bien sûr. Alors s'agissant de la religion des Arméniens, les Arméniens qui étaient comme tout le monde païens pendant très longtemps, on se glorifie d'avoir été les premiers à adopter le christianisme comme religion d'État. En 301 d'après la date traditionnelle, sans doute plutôt en 314, c'est-à-dire avant au moment de l'édit de Constantin, qui est un édit de tolérance, mais en tous les cas avant que l'Empire byzantin lui-même adopte le christianisme comme religion d'État. Et c'est une religion, donc c'est du christianisme, donc un christianisme ancien, primitif, qui s'est, avec la particularité qu'après les 3 premiers conciles, il s'est séparé de l'église de Constantinople, au moment du concile de Chalcédoine. Donc c'est une église non chalcédonienne, qui n'est pas vraiment monophysite. Il y a une querelle sur le monophysisme, et je ne pourrais pas rentrer dans les détails théologiques. En tous les cas, elle se sépare surtout d'une église impériale, et elle crée à partir de ce moment-là son propre, non pas tant son propre dogme, mais considère que le dogme est commun et qu'à partir de 451, ce sont juste des spécificités locales, mais sa propre hiérarchie ecclésiastique avec son patriarche, avec ses évêques, donc elle gagne une autonomie. C'est une église donc dite apostolique, puisque les Arméniens ont été évangélisés par les apôtres Saint Thaddée et Saint Bartholomée, autocéphale, donc séparée au moment du grand schisme d'Orient, séparée de l'église orthodoxe de Constantinople. Donc ce ne sont pas des orthodoxes. Il y a eu par la suite, au moment notamment du royaume de Cilicie, qui était beaucoup sous influence française. D'ailleurs, les derniers souverains de Cilicie sont des souverains d'origine française, les Lusignans, alliés aux princes et aux dynasties locales. Il y a eu une grande influence catholique. Donc il y a aussi des conversions au catholicisme, et puis qui se sont accrues au XVIIe, XVIIIe siècle lors de l'envoi de missionnaires dans ces régions. Et puis il y a une petite frange aussi protestante, avec l'arrivée cette fois-ci des missionnaires américains, allemands et autres au XIXe siècle, enfin, surtout américains d'ailleurs. Et donc il y a les trois confessions chrétiennes sont présentes, mais l'essentiel des Arméniens relève de l'Église apostolique dite grégorienne du nom de l'évangélisateur Saint Grégoire l'Illuminateur. C'est un terme un peu impropre. Qui est une église à part, nationale, mais qui a eu cette vertu d'être un élément fort de l'identité, pas seulement au sens religieux, mais aussi de l'identité nationale, parce que quand l'Arménie n'avait pas d'État, c'était les représentants religieux, notamment les patriarches ou les catholicos, c'est-à-dire les équivalents du pape, et d'ailleurs en plus il y en avait plusieurs, qui témoignaient de l'éclatement de la nation arménienne en plusieurs entités politiques, qui étaient les interlocuteurs des empires dans lesquels ils vivaient, et notamment des empires musulmans qui les ont conquis, que ce soit l'Empire ottoman ou l'Empire iranien. Donc ils ont joué un rôle, entre guillemets, d'État de substitution. Ils étaient responsables de l'état civil, bien sûr, du paiement des impôts aussi, de tout ce qui concernait, pas seulement la vie religieuse, mais la vie séculière. L'Église s'est dotée très tôt d'un instrument important aussi de l'identité culturelle, avec la création d'un alphabet par les moines dès le 5e siècle.
début du 5e siècle, donc bien avant, par exemple, l'alphabet cyrillique, hein, qui est plus tardif, et qui a permis de traduire, d'écrire dans sa langue, de traduire la Bible. Ça a été utilisé au premier chef pour traduire la Bible en arménien, pour aussi écrire des chroniques historiques, puis toute une littérature, bien sûr, non seulement religieuse, mais profane. Et donc c'est aussi une œuvre à la fois culturelle et nationale. Et donc l'Église de ce fait a été l'un des piliers de l'existence des Arméniens, même quand ils n'avaient pas d'État, ils avaient perdu leur État. C'est aussi un élément unificateur dans la diaspora. Et après l'exil, après le génocide, après l'exil, dans toutes les communautés, ils se sont installés, ils ont recréé des églises. Alors parfois on leur a prêté des locaux, mais parfois ils ont créé leur propre bâtiment, plus ou moins modeste, suivant les lieux, suivant les moyens. L'église cathédrale arménienne de Paris, par exemple, alors date d'avant le génocide, elle a été fondée en 1911. Il y avait déjà des Arméniens en France, des marchands, ou des étudiants, ou des exilés politiques, et elle a été fondée par un riche Arménien du Caucase, cette fois-ci, qui s'était enrichi dans le pétrole, Mantachov, donc en pétrole de Bakou, et qui a fondé cette église dans le quartier chic de l'époque, qui est toujours un quartier chic près des Champs-Élysées. Donc la cathédrale qui reprend l'architecture typique des églises arméniennes a été fondée à ce moment-là. Mais d'autres églises ont été fondées plus tardivement, donc à partir des années 20, partout où les Arméniens se sont installés. Et donc de même qu'ils ont ouvert des écoles, parfois des écoles hebdomadaires, qui complétaient l'école communale, voire des lycées. Donc ils ont recréé des associations, ils ont essayé de recréer les structures de leur vie d'avant. Il est important que cette exposition s'ouvre, notamment en France en général, dans une région aussi, dans un département où il y a beaucoup de populations très diverses, et pour montrer que cette question n'est pas d'ailleurs une question qui se passe uniquement entre Turcs et Arméniens, que c'est une question le problème des génocides, des massacres, des discriminations, c'est des questions universelles, et à partir du cas emblématique des Arméniens, on veut montrer les conséquences des idéologies d'exclusion, des idéologies de stigmatisation, des idéologies qui essayent de débarrasser des problèmes en se débarrassant des personnes. Donc l'exposition est organisée autour de 3 grands thèmes: stigmatisés, donc comment les préjugés, les statuts de seconde zone de certains sujets d'un empire ou d'un État peuvent conduire à la volonté de les détruire et voire de les exclure, de les effacer de l'histoire. Nous avons rajouté à Drancy par rapport à Paris une autre partie, peut-être pour montrer la résilience, qui est une partie autour de la reconstruction de communautés, de la volonté de ne pas oublier, de commémorer, mais pas tellement en réalité le terme de devoir de mémoire, mais de ne pas oublier pour peut-être prévenir d'autres événements similaires, même si cela, hélas, se révèle un vœu pieux, mais en tous les cas de lutter pour la vérité, pour la justice, pour des réparations, et de nouveau à partir du cas arménien d'ouvrir à des questions qui sont d'ordre universel. On termine l'exposition par un petit extrait. Il y a quelques films dans l'exposition, il y a des objets, il y a bien sûr des panneaux explicatifs avec beaucoup d'images et autres, mais on termine aussi par un petit extrait d'un documentaire qui s'appelle Screamers, ceux qui hurlent, ceux qui crient, qui était fait par le groupe de rock américain System of a Down, qui est un groupe très engagé, composé d'Arméniens d'ailleurs des États-Unis, mais qui est très engagé dans la lutte contre tous les négationnistes de tous les génocides, aussi bien arméniens que la Shoah, que le Darfour, que les Tutsis du Rwanda, que le Cambodge, donc qui se veut justement porteur de ce message universel.